commencé bien sûr mon live en disant que j'envoie toute ma solidarité à la famille de la disparue. Parce que je sais combien de fois ça peut choquer, ça peut heurter, qu'on s'exprime autant sur un sujet aussi sensible. Mais là, mon but, ce n'est pas de venir mettre le doigt sur la blessure ou de participer au grabuge qu'il y a autour de cette affaire. Mon but, c'est simplement d'essayer de faire un peu de pédagogie pour que les gens entrent un peu plus dans la raison et dans la logique. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'obtenir la réalité. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir la vérité et éventuellement d'établir les responsabilités plutôt que de faire de la justice spectacle ou de chercher tout simplement un coupable à tout prix. Il faut juste avoir un coupable. C'est pas ça le but. Et chers compatriotes, ce que je vais commencer par dire, c'est que naturellement, je suis profondément attristé de la situation. Je suis profondément attristé que un drame pareil se retrouve sur les réseaux sociaux parce que fatalement, si on avait une administration qui jouait véritablement son rôle, je pense qu'on n'en serait pas là, en fait. Parce que si vous essayez de regarder dans des pays où les choses fonctionnent à peu près normalement, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vient parler de telles choses, en fait. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas forcément la compétence et le recul pour s'exprimer sur de tels sujets. Donc, la première chose que je veux dire, c'est vraiment envoyer toute ma solidarité à la famille, euh, parce que c'est extrêmement délicat de venir se prononcer sur de telles situations. Et je veux, s'il y a des membres de la famille qui sont là, je veux qu'ils comprennent bien que je ne veux pas participer, je ne viens pas m'exprimer pour participer de l'espèce de grabuge qu'il y a autour de cette situation. C'est vraiment pas ça mon but. Je sais que c'est extrêmement délicat. Je ne veux pas, comment dire ça, participer justement de cette espèce de grabuge-là. Tout ce que je veux, c'est essayer, par rapport à mon contenu, d'apporter des éléments juridiques pour que l'opinion publique gabonaise apprenne à avoir un peu plus de recul. Parce que je pense sincèrement que aujourd'hui, la société gabonaise a un gros problème en termes de culture. Quand je parle de culture, c'est pas culture au sens du folklore, non, mais c'est-à-dire l'écrasante majorité d'entre nous n'ont pas des outils parfois pour pouvoir être pondérés quand on vient s'exprimer ou bien quand on fait face à un certain nombre de situations dans la société. Et ça, c'est extrêmement problématique. Mon but, c'est uniquement ça, vraiment, d'essayer d'apporter certains éléments. J'ai envie de parler, par exemple, comment ça s'appelle, de l'aveu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont comme ça arc-boutés sur le sujet de l'aveu. J'ai envie de parler un peu de la justice des mineurs au Gabon, parce que vous voyez, il y a une justice des mineurs qui existe au Gabon, et même on a une loi dessus. Je vais parler du code de l'enfant aussi, parce que comme ce sont des mineurs qui sont impliqués, vous savez, on a un code de l'enfant, et dans le code de l'enfant, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues justement pour la protection des mineurs. Quand on a des éléments, l'idée, c'est pas de connaître tout le code de l'enfant, ou bien de connaître, comment ça s'appelle encore, toute la loi sur la protection judiciaire des mineurs. C'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des choses à l'intérieur que l'écrasante majorité d'entre nous doivent savoir, en fait. Pourquoi? Parce que justement, ça évite de se retrouver dans des situations où, par exemple, vous voyez des gens qui font des lives avec les photos, que ce soit des mises en cause ou que ce soit de la défunte. Non, en fait. Non. Vous n'avez pas à faire des lives où vous mettez les photos des enfants, de mineurs. Je tiens à rappeler qu'au Gabon, on est mineur jusqu'à 21 ans révolus. C'est pas normal. Et ça dénote de quelque chose dans notre société. Le fait que les gens fassent des lives, même si ils sont convaincus, je ne sais pas par quoi d'ailleurs, que les mineurs, les deux garçons mis en cause sont éventuellement coupables, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que le Gabon, c'est pas un pays, je sais pas comment dire ça. Enfin, on espère tous que le Gabon puisse qu'on puisse en arriver là, c'est-à-dire un vrai état de droit. Il y a quand même des règles. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations où justement les gens font de telles choses? Eh bien, c'est simplement parce qu'on ne connaît pas ces règles-là. Comme on méconnaît ces règles-là, et comme en plus on est habitué à voir les règles être piétinées, eh bien, ça devient un peu une forme de seconde nature chez nous, qu'on tolère, qu'on accepte, et parfois même dont on est acteur. Et ça, c'est problématique. Et malheureusement, de tout ce qui a été dit autour de ça, je trouve qu'on n'a pas suffisamment insisté sur ces aspects-là. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif de mon live ce soir. C'est vraiment pas de... Je ne vais même pas rentrer dans les éléments du dossier. En tout cas, pas vraiment parce que
je veux même pas faire ça. C'est pas, voilà, c'est pas le lieu. Et puis je suis pas dans le dossier. Je n'ai pas, enfin, j'ai eu des informations, mais enfin, bref, j'ai eu des informations comme beaucoup d'entre nous ici ont eu des informations parce que ça s'est partagé au travers des réseaux sociaux, etc. Donc je vais pas rentrer dans le dossier, mais je veux juste essayer de repréciser un certain nombre de choses. Donc la première question effectivement que je vous pose, je vais lire vos commentaires, c'est celle que j'ai indiquée là. À qui profite le doute? À votre avis, par rapport à la situation, il y a un flou artistique autour d'une diversité d'éléments. Il y a un doute. Qu'est-ce qu'une personne normalement constituée devrait se dire? Là, on ne parle même pas d'abord de droit ou de justice. À votre avis, le doute, ça doit profiter à qui? Donc, la première chose que je veux dire déjà, c'est que la justice pénale a un but. Le but de la justice pénale, bien entendu, c'est de faire en sorte que il y ait une forme de réparation, il y a une forme de remise à l'équilibre lorsque quelqu'un a posé un acte qui est interdit par le code pénal. Donc, si vous faites un acte qui est interdit par le code pénal, on a mis en place justement ce qu'on appelle la justice pénale pour essayer de venir rétablir un équilibre par rapport au tort que vous avez causé à la société. Parce qu'on considère que quelqu'un qui commet une infraction à la loi pénale, il ne cause pas un tort que à la victime présumée, donc l'auteur présumé, hein, parce qu'il y a le sujet de la présomption d'innocence aussi. Donc la personne en question ne cause pas un tort qu'à la victime présumée, mais la personne en question cause un tort surtout à la société dans son ensemble. Et c'est pour ça que vous allez souvent entendre parler de ministère public. Le ministère public est représenté par qui? Par le procureur. Et en fait, le ministère public, c'est qui? Ben, le ministère public, c'est l'administration, une des composantes en tout cas de l'administration de la justice, qui va venir travailler pour défendre les intérêts de la société gabonaise, dans le cadre du procès pénal. Et le ministère public en question est représenté par le procureur. Donc, quand vous êtes auteur vous êtes auteur présumé, on va dire ça comme, il faut dire ça comme ça, hein, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Quand vous êtes auteur présumé d'une infraction à la loi pénale, il y a une procédure qui doit être respectée. Il y a des règles générales en matière de procédure qui sont prévues dans le code de procédure pénale. Voilà, que voici. Et quand il s'agit des mineurs, on a des règles spéciales qui s'appliquent par rapport aux mineurs. Parce qu'effectivement, les mineurs, on leur doit une protection particulière, eu égard à leur statut de mineur. Sauf que, dans notre pays, on s'est habitué à un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans nos propres lois. Et je pense que ça doit plus heurter, ça doit plus interpeller les gens qu'autre chose. Mais je suis parfois choqué de voir que les gens ne sont pas plus interpellés par ça. Les gens sont plus interpellés par autre chose que par le fait qu'on enfreine ce qui est indiqué dans nos propres textes. Et c'est là où je m'interroge. C'est là où je me dis, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre société? Et je vais revenir tout à l'heure sur le sujet de est-ce qu'on doit les considérer comme étant coupables ou pas? Enfin bref, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais donc, tout simplement, quand vous allez regarder par exemple le code de l'enfant, l'article 79 du code de l'enfant, si vous voulez vous partez regarder là tout de suite sur le site du journal officiel, vous allez voir le code de l'enfant. Vous tapez simplement code de l'enfant, normalement vous êtes censé directement tomber dessus. Je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de tenter de défendre les jeunes garçons présumés impliqués. C'est pas ça. Je suis simplement en train de vouloir faire passer le message suivant. Quand une situation comme ça arrive dans une société comme la nôtre, il y a des règles. Ces règles-là doivent être respectées. Si ces règles ne sont pas respectées, eh bien, on n'est pas dans le cadre d'un état de droit à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation où des parents qui sont meurtris par une situation aussi dramatique sont obligés de venir se prononcer sur les réseaux sociaux. Et plus grave même encore, on va voir des parents de personnes présumées impliquées venir aussi s'exprimer au point de heurter la sensibilité des gens, ce qui s'entend. C'est-à-dire que dans votre tête, quand vous vous êtes fait l'idée que un tel est auteur, il a été condamné, il devrait normalement être en prison, et qu'ensuite vous voyez son parent venir s'exprimer sur les réseaux sociaux, bah, sur le plan humain, ça peut s'entendre que que les gens soient heurtés, que les gens soient choqués. Sauf que
Cette situation-là, c'est plus révélateur du fait que le pays, l'administration dysfonctionne extrêmement gravement. C'est plus révélateur de ce dysfonctionnement extrêmement grave que de la véritable culpabilité ou pas des mineurs qui sont impliqués. C'est comme ça qu'en principe, on devrait réfléchir. Mais bon, on réfléchit différemment parce qu'on est justement habitué à une façon de faire qui ne correspond pas à nos règles et qui n'a que trop duré qu'on se dise les choses. Donc, en ce qui concerne les mineurs, il y a une vidéo, il me semble, qui est passée sur la chaîne nationale disant que, enfin voilà, où les jeunes venaient faire l'aveu et où ils étaient complètement à visage découvert, etc., etc. Bon, il se trouve que dans notre code de l'enfant, parce que bon, ces derniers-là sont des enfants d'ailleurs, toujours, hein, je crois que ça s'est passé en 2023, donc jusqu'aujourd'hui sont des enfants, puisque au Gabon, on n'est pas majeur avant 21 ans révolus. Si vous lisez l'article 73 du Code de l'enfant, donc section 4 de la protection contre les infractions de presse, vous allez voir que dans cet article-là, on dit « Tout acteur de l'application de la loi assure la protection de l'enfant contre toute publication portant atteinte à son intégrité physique, morale, spirituelle, affective ou psychologique, quel qu'en soit le support, audio, visuel, etc., etc. » Donc ça, c'est déjà un premier élément. Cet article-là me semble avoir été violé par rapport à la vidéo qu'on a tous vu circuler où on les prenait, on les amenait comme ça, enfin ils passaient à la télé à visage découvert, et Dieu seul sait que ce ne sont pas les seuls, hein, mais bon, là, on a une situation qui est suffisamment virale comme ça pour qu'on puisse justement le dénoncer pour tous les autres mineurs gabonais, peu importe qu'ils soient véritablement coupables ou pas, qui sont comme ça exposés au quotidien. J'ai envie de dire, par les médias, par les réseaux sociaux, etc., etc. Est-ce que ça, c'est admissible dans une société qui est saine? Je vous laisse en juger. Donc, vous voyez, ça, c'est notre loi. Hein. C'est pas moi. Après, effectivement, je fais un commentaire derrière, mais c'est écrit noir sur blanc dans nos textes, article 73 du Code de l'enfant. Donc, vous, en tant que citoyen, vous devez plus être choqué par une procédure qui n'a pas tourné rond. A priori, on peut le dire aujourd'hui que ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Donc, vous devez plus être choqué par cette procédure qui n'a pas fonctionné correctement ou par autre chose, en fait. Parce que vous savez, le but de la procédure pénale, c'est simplement une chose. Premièrement, faire en sorte que la vérité puisse être connue. Et en plus de cela, établir les responsabilités et condamner éventuellement s'il y a une personne qui est responsable. C'est ça le but de la procédure pénale. Quand on dit justice pour, en fait, c'est ça qu'on réclame derrière. Justice pour, c'est pas simplement que il faut qu'on vienne satisfaire nos bas instincts d'avoir absolument un coupable au risque même de violer les droits fondamentaux d'autres personnes et de détruire comme ça, par la même occasion, la vie d'enfants mineurs. C'est pas ça le but de la justice pour, non. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui ne doivent plus être admissibles, en fait. Ce sont des choses, c'est-à-dire que désormais, quand on a une situation similaire et quand on se retrouve et qu'on nous expose comme ça des gens, voilà, peu importe, hein, parce qu'on a le droit d'avoir des soupçons, l'administration a le droit d'avoir des soupçons à partir du moment où ils ont des éléments, ils ont le droit d'avoir des soupçons sur un certain nombre de personnes. Mais est-ce que on doit tolérer ce type de situation? Peu importe ce qu'on en pense, est-ce qu'on doit tolérer ce type de situation? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si on a mis en place des lois spéciales pour protéger les mineurs, c'est bien parce que les mineurs méritent d'être protégés. Peu importe le cas de figure. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de toute société normale, de toute société, j'ai envie de dire, civilisée. Mais dans les sociétés où les choses sont un peu bancales, eh bien, on ne respecte rien, on ne respecte aucune règle, il n'y a rien. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde se lève un matin, il fait ce qu'il veut. Donc moi, j'interpelle ici qui? J'interpelle les médias gabonais. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à de telles choses. Peu importe ce qu'on en pense, on n'a pas à voir à la télé de manière récurrente des mineurs, on ne sait même pas, coupables ou pas, présumés, etc., exposés comme ça au vu au su de tous. Non, c'est pas admissible. Et en plus, non seulement c'est pas admissible sur un plan moral,
Mais en plus de cela, c'est interdit par nos textes. C'est interdit par la loi. Bon, j'ai également entendu des gens dire que... J'ai également des gens entendu dire, mais ils ont fait un aveu, mais ils ont fait un aveu, mais ils ont avoué, mais ils ont avoué. Bon, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'aveu? C'est quoi l'aveu pour vous? C'est quoi un aveu? Explique-nous aussi la procédure d'extradition. Enfin, de toutes les façons, au sujet de l'extradition, ce dont vous êtes en train de parler, il faut savoir que de toutes les manières, entre la France et le Gabon, par exemple, il y a, comment ça s'appelle encore là? Il y a une convention d'entraide judiciaire. Et très sincèrement, il y a des choses qui n'auraient pas dû être dites dans le communiqué qui a été prononcé par le ministère de la Justice dans cette situation. Il y a des choses dans le communiqué du ministère de la Justice qui n'auraient pas dû être dites. Et je pense même que, en fait, ce communiqué n'aurait même pas dû être dit, en fait. Ce communiqué n'aurait pas dû exister. Vous avez déjà vu, vous, dans un pays où il y a une séparation des pouvoirs correcte, une séparation des pouvoirs qui fonctionne correctement, un ministère de la Justice venir se prononcer, un ministre de la Justice envoyer quelqu'un se prononcer par rapport à une affaire en cours. Ça n'existe nulle part. Bon, enfin, ça existe chez nous, hein, pour le coup. C'est pas au ministère de la Justice, c'est pas à l'administration de venir se prononcer. C'est à la justice elle-même. En l'occurrence, il y a un procureur. Enfin, dans tous les pays du monde où les choses fonctionnent à peu près correctement, sur les affaires judiciaires, vous allez toujours voir une personne venir se prononcer, c'est le procureur. Je dis ça, je dis rien. Donc, en ce qui concerne l'aveu, je vais vous donner la définition de l'aveu. Déclaration, bon, on va parler de l'aveu en matière pénale. Reconnaissance par un délinquant du ou des faits délictueux qui lui sont imputés. L'aveu ne lie pas le juge pénal. L'aveu ne lie pas le juge pénal. Lie pas ici, c'est du verbe lier, hein. L-I-E-R. Donc là, je viens de lire la définition de l'aveu. Pourquoi je suis extrêmement gêné par le fait que les gens s'arc-boutent sur l'aveu? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Donc là, on vient de voir la définition de l'aveu. Il faut savoir que l'aveu, comme c'est indiqué tout à l'heure, ne lie pas le juge pénal. C'est-à-dire que le juge pénal n'est pas obligé de suivre un aveu qui a été fait. Pourquoi? Parce que simplement aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus considérer l'aveu comme étant une preuve parfaite. Pourquoi? Parce que la technologie a suffisamment avancé comme ça pour que, en matière pénale, le juge puisse éventuellement être lié par l'aveu à partir du moment où il y a tout un tas d'autres éléments matériels, scientifiques, qui viennent corroborer l'aveu en question. C'est-à-dire que, aujourd'hui, par exemple, vous savez, il y a la police scientifique qui existe. Il y a la géolocalisation qui peut être faite. Il y a des, comment dirais-je, enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a des autopsies, il y a la géolocalisation, il y a plein d'éléments. En tout cas, en termes de technologie, on a suffisamment évolué comme ça depuis 1960, notamment pour le cas du Gabon, et depuis 200-300 ans pour d'autres pays, je pense notamment à la France, pour qu'aujourd'hui, on soit plus lié simplement, on ne soit plus arc-bouté simplement sur un aveu. Parce que si l'aveu correspond à la réalité des faits, eh bien, l'aveu en question doit être corroboré par tout un tas d'autres éléments. Sauf qu'en l'occurrence, et pour les gens qui connaissent, enfin, qui ont suffisamment d'informations sur le dossier, ils savent que, malheureusement, les éléments de fait qu'on retrouve dans le dossier ne viennent pas corroborer l'aveu. Et si les éléments de fait qu'on retrouve dans le dossier ne viennent pas corroborer l'aveu, il y a un doute. D'où le sujet du live, à qui profite le doute? Le doute profite à l'accusé. C'est un principe en droit pénal. Le droit pénal n'a pas été inventé par le Gabon. En tout cas, le droit pénal qu'on applique à l'heure actuelle au Gabon, ça n'a pas été inventé par nous. Donc, s'il y a un doute, eh bien, c'est un grand principe de droit pénal. Le doute profite à l'accusé. C'est comme ça. Et pourquoi l'aveu me gêne aussi? Je vais terminer sur le sujet de l'aveu. L'aveu me gêne aussi parce que quand des mineurs sont exposés déjà par les médias au mépris de leurs droits fondamentaux, notamment prévus à l'article 73 du Code de l'enfant, eh bien, vous pouvez facilement en déduire que ces aveux-là ne sont certainement pas les aveux les plus libres que ces enfants-là aient pu faire.
Si les aveux ont été obtenus d'une manière déloyale, si les aveux ont été obtenus par la pression, par la torture n'est pas que physique, la torture peut être aussi psychologique. Parce que si vous prenez des enfants pour aller les interroger, que ces enfants-là ne sont pas accompagnés de leur tuteur ou de leur conseil, eh bien c'est de la torture psychologique. Donc on vient de me dire en commentaire, rien ne prouve qu'il y a eu torture. Donc vous pensez que le fait de les avoir exposés médiatiquement, c'est pas une torture pour vous? Le fait de les avoir exposés médiatiquement, c'est pas de la torture pour vous? C'est quoi votre définition de la torture? Tiens. Bon, on est là pour faire comment on appelle ça? De la pédagogie, hein. Donc ça me gêne pas. Je préfère lire les définitions pour qu'on ne dise pas que ce sont mes interprétations, hein. Donc là, j'ai le lexique des termes juridiques. On va regarder la définition de la torture. Dans tous les cas, pour ceux qui considèrent par exemple que les aveux en question sont recevables, ok? Mais je vous répète une fois de plus que le juge pénal n'est pas tenu de suivre l'aveu. Le juge pénal n'est pas lié par l'aveu. Le juge pénal ne peut suivre l'aveu que s'il y a des éléments matériels, s'il y a des éléments factuels, s'il y a des éléments scientifiques qui viennent soutenir l'aveu en question. Si on n'a pas d'éléments matériels qui viennent soutenir l'aveu en question, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est difficile pour le juge pénal de suivre cet aveu. Parce qu'effectivement, l'aveu peut avoir été obtenu sous la contrainte. L'aveu, dans certaines situations, des gens peuvent même venir faire des aveux tout simplement pour obstruer la justice, pour que la lumière ne se fasse pas. Il y a des décisions comme ça qui ont été rendues par des juridictions françaises où un parent, par exemple, venait faire un aveu tout simplement parce qu'il ne voulait pas que son enfant aille en prison. Il préférait aller en prison à la place de son enfant. Et à partir du moment où un parent vient faire un aveu préférant aller en prison à la place de son enfant, vous pensez que là, on a obtenu la vérité pénale, la vérité de la justice? Non. On n'a pas obtenu la vérité de la justice, on a obtenu un coupable, puisque apparemment, c'est ça qui vous intéresse, obtenir un coupable à tout prix. Alors que le sujet ici, comme je vous ai dit, le but de la procédure pénale, le but de la justice pénale, c'est de faire en sorte qu'on ait la vérité d'abord de ce qui s'est réellement passé, et en plus de la vérité, qu'on puisse établir maintenant la responsabilité. Et comme beaucoup d'entre vous, et c'est extrêmement triste, mais je suis obligé de le dire comme ça, et comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous d'ailleurs, sont incapables de comprendre les choses, sont incapables d'être dans une forme de raison et de logique, eh bien vous avez des gens qui viennent écrire en commentaire, vous êtes son avocat. Est-ce que c'est ça le sujet? J'ai commencé bien sûr mon live en disant que j'envoie toute ma solidarité à la famille de la disparue. Parce que je sais combien de fois ça peut choquer, ça peut heurter, qu'on s'exprime autant sur un sujet aussi sensible. Mais là, mon but, ce n'est pas de venir mettre le doigt sur la blessure ou de participer au grabuge qu'il y a autour de cette affaire. Mon but, c'est simplement d'essayer de faire un peu de pédagogie pour que les gens entrent un peu plus dans la raison et dans la logique. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'obtenir la réalité. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir la vérité. Et éventuellement d'établir les responsabilités plutôt que de faire de la justice spectacle ou de chercher tout simplement un coupable à tout prix. Il faut juste avoir un coupable. C'est pas ça le but. Donc, torture et acte de barbarie. Violente souffrance physique que l'on fait subir à autrui ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ces faits constituent aujourd'hui dans le code pénal une infraction autonome. On poursuit en disant « Tous les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre, les crimes de torture, pour lesquels les juridictions... c'est un dictionnaire qui a été fait par un éditeur français, donc voilà. Pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptés à New York le 10 décembre 1984. Relève d'un pôle judiciaire spécialisé au sein des juridictions. Donc la torture, c'est violente souffrance physique que l'on fait subir à autrui ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ces faits constituent aujourd'hui dans le code pénal une infraction autonome. Tout simplement pour faire comprendre à la personne qui disait tout à l'heure qu'on n'a pas la preuve qu'ils ont été torturés que la torture, ce n'est pas seulement physique. La torture, elle peut aussi être morale. Qui plus est quand on parle, ou psychologique d'ailleurs, qui plus est quand on parle de mineurs. Quand on parle de mineurs, naturellement, le fait de prendre des mineurs, de les soustraire à l'autorité de leur tuteur et d'aller les faire entendre
dans le cadre d'une enquête en lien avec une infraction à la loi pénale, sans justement qu'ils soient accompagnés de leur tuteur ou d'un conseil, eh bien, c'est une torture. C'est une forme de torture. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est même à l'encontre de ce que la loi indique. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait en l'occurrence. Je dis simplement que même le fait de les avoir pris et de les avoir amenés à la télévision et à visage découvert et de leur faire comme ça des aveux, eh bien, c'est une forme de torture. Parce que le Code de l'enfant interdit justement ce que je viens de vous expliquer. Là, je viens de lire avec vous l'article 73 du Code de l'enfant. Donc, c'est une forme de torture. Et c'est sur la base des aveux en question, parce qu'on est en train de parler de l'aveu, puisque les gens s'arc-boutent sur l'aveu en disant que mais ils ont fait des aveux. Eh bien, ce sont les aveux que vous avez vus à la télé qui ont été recueillis en totale méconnaissance de la loi et des droits de ces enfants-là. Donc, qu'est-ce qui devrait plus vous choquer? Ce qui devrait plus vous choquer, c'est le fait que justement, ce qui est passé à la télévision n'aurait jamais dû passer à la télé parce que c'est en totale violation de la loi et des droits fondamentaux des enfants en question. Et c'est ce que je disais tantôt, on a une société qui est particulière. Parce qu'on a une société qui ne se choque pas qui n'est pas choquée par les choses qui devraient la choquer. Qui est plutôt, enfin, je sais pas. Mais bon, bref. Je voulais quand même rajouter quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on prend autant de précautions par rapport à la condamnation des gens en matière pénale? Parce que le sujet du live, c'est à qui profite le doute. Comme je disais tantôt, le principe en droit pénal, c'est que le doute profite à l'accusé. À partir du moment où il y a un flou artistique autour d'une situation, dès qu'il y a un doute, eh bien, on va préférer faire bénéficier ce doute-là à l'accusé. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte, si vous lisez un peu le code pénal et le code de procédure civile, le code de procédure pénale au Gabon, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est condamné par la justice pénale, cette personne va certainement aller en prison. Quand vous allez en prison, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus pouvoir aller et venir comme vous voulez. Vous n'allez plus pouvoir circuler. Eh bien, aller et venir librement, circuler librement, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit qui est garanti par la Constitution. Donc, comme on sait que la justice pénale peut avoir pour conséquence de porter atteinte à un droit constitutionnel, à un droit fondamental qui est le droit justement d'aller et venir, c'est pour ça qu'on prend autant de précautions. C'est-à-dire qu'on préfère 10 000 fois laisser éventuellement un véritable auteur se balader dans les rues de Libreville plutôt que d'aller enfermer un innocent tout simplement parce qu'on veut faire de la justice spectacle. C'est ça que ça signifie. Et c'est là où je veux en fait réellement en venir. C'est là où en fait c'est comme ça que n'importe quel Gabonais devrait en principe réfléchir. Parce que on n'est pas en brousse, voyez-vous. On est dans un pays, on est dans un État où il y a des règles. C'est pas la brousse. Même en brousse encore, il y a des règles. Et c'est là où je veux en venir en fait. Parce que tous les gens qui veulent, nous tous nous voulons la vérité. Nous tous nous voulons la justice. Et pas que pour ce cas, pour tout un tas d'autres cas. Je ne sais pas si vous vous renseignez un minimum sur l'histoire du Gabon. Vous n'avez pas idée du nombre de situations dans l'histoire du Gabon qui n'ont jamais véritablement connu la justice. Où il n'y a jamais véritablement eu de procès équitable permettant non seulement de faire la lumière sur les circonstances de la disparition de la personne, mais en plus d'établir la vérité. Donc, bien sûr qu'on veut la vérité et qu'on veut la justice pour toutes ces situations. Et qui plus est aussi pour la situation, ce qui fait l'actualité. Mais la justice pénale est trop grave. La justice pénale, c'est un acte trop grave pour qu'on rigole avec. Donc, à partir du moment où il y a un flou dans une situation, eh bien oui, on préfère que l'auteur, le véritable auteur continue à se balader dans les rues de Libreville plutôt que d'envoyer un innocent au charbon. Et ça, moi je vous le dis, d'ailleurs ce n'est même pas une question de conviction, c'est un principe qui, comment dirais-je, qui encadre la justice pénale au Gabon.
C'est un principe qui encadre la justice pénale au Gabon. Les gens ne l'ont pas inventé. La justice pénale au Gabon, elle est calquée sur comment ça fonctionne en France. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Il me semble que c'est l'article 340 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale France. Oui, c'est l'article 340. C'est l'article 304. Attendez, avant de vous lire l'article 304 du Code de procédure pénale français, là, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. En fait, quand on a un crime, il y a une juridiction spéciale, en fait, qui est chargée de juger des crimes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la procédure, mais on l'appelle la cour criminelle. Hein. Et la cour criminelle, en fait, quand elle se réunit, elle est composée des magistrats, donc des juges de forme, professionnels, qui sont allés à l'école et qui sont professionnels donc, de la justice, et de ce qu'on appelle les jurés. Les jurés, ce sont des gens comme vous et moi, qui ne sont pas juges, mais qui sont citoyens, qui n'ont pas commis d'infraction, voilà, qui vivent leur vie de manière correcte, qu'on prend pour participer du jugement. Voilà, ils vont participer au jugement. Ça, c'est en matière d'infraction criminelle au Gabon. Et vous voyez, on n'a pas inventé ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi en France. Quand vous allez regarder le code de procédure pénale du Gabon, vous allez lire le serment que les jurés en question prononcent au moment de commencer, quand on commence quand s'ouvre la cour criminelle, on va dire ça comme ça. Il y a un serment qu'ils prononcent. Et donc, ils jurent sur la base de ce serment-là. Quand vous lisez le code de procédure pénale des gens dont on sait, voilà, quand on ouvre le procès, quand vous lisez le code de procédure pénale des gens dont on s'est inspiré pour faire notre justice pénale, vous allez lire ceci. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui sont portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, la société gabonaise, hein, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine, ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Est-ce que vous voyez un peu le vocabulaire là? Et c'est ça là, en fait, précisément dans lequel l'écrasante majorité des gens qui s'expriment sur ce sujet sont. Les gens sont dans l'émotion, donc les gens sont dans la haine, la méchanceté, la crainte, l'affection. Là, c'est le serment hein, que les jurés vont prononcer avant de siéger à la cour criminelle. En France, je crois, on parle de cour d'assises. En France, c'est cour d'assises. Au Gabon, c'est cour criminelle. Vous croyez que c'est pour un rien qu'on met ça dans le serment? Parce qu'on sait justement que l'être humain, de manière habituelle, va avoir tendance justement à être porté sur l'émotion. Mais là, on ne parle pas d'une banale affaire de quartier ou je ne sais pas trop quoi. On parle de la justice. Qui plus est, de la justice pénale. Donc, d'une justice qui a pour conséquence qui peut avoir pour conséquence de priver quelqu'un de son droit d'aller et venir, qui est un droit constitutionnel. Qui plus est, dans les conditions dans lesquelles on sait que les gens sont, dans les conditions inhumaines dans lesquelles on sait comment les gens sont incarcérés chez nous. Donc on ne parle pas de... C'est pas n'importe quoi en fait. Vous n'allez pas simplement parce que vous souhaitez absolument avoir un coupable, pousser pour que une personne qui se peut et innocente aille en prison. C'est pas ça le but. Donc je vais continuer la lecture. Donc, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, et que le doute doit lui profiter. Je ne vais pas continuer la lecture parce que c'était ça le plus important pour moi. De rappeler aux gens que, si aujourd'hui je viens m'exprimer comme je viens m'exprimer sur ce sujet-là, malgré la gravité du sujet, c'est parce qu'on est tous d'accord au moins sur une chose aujourd'hui. Il y a trop de flou, trop de doutes autour de la situation pour qu'aujourd'hui,
on soit en train de dire que il faut absolument qu'il se passe ci, il faut absolument qu'il se fasse ça. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on n'a pas de doute aujourd'hui, c'est qu'on n'en est pas au stade de la vérité, comment dirais-je, de la vérité de la justice pénale dans ce dossier. Et comme on n'est pas au stade de la vérité de la justice pénale dans ce dossier, eh bien, je suis désolé. Qui plus est, s'agissant de mineurs impliqués, eh bien, le doute profite à l'accusé. C'est comme ça. Maintenant, le vrai sujet, c'est quoi? Le vrai sujet, ce n'est pas de venir dire que, bon, oui, comme le doute profite à l'accusé, il faut les acquitter. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est surtout de dire qu'aujourd'hui, il est temps que les Gabonais plaident pour qu'on ait une administration qui fonctionne correctement. Parce que si on en est aujourd'hui à voir des parents de victimes ou des parents de présumés coupables venir jusqu'à s'exprimer sur les réseaux sociaux, ben c'est bien parce qu'on a un problème structurel, les amis. On a un problème structurel de dysfonctionnement extrêmement grave de l'administration. Et je vous disais tantôt que dans un pays normalement constitué où il y a, comment ça s'appelle encore, une séparation des pouvoirs correcte, ce n'est pas au ministère de venir se prononcer. Il y a un procureur et c'est le procureur qui se prononce. Moi, j'ai été heurté. Bon, je n'ai pas pris sur moi de venir faire un commentaire dessus parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Mais j'ai été heurté quand j'ai vu ça. Et après, peut-être qu'il faut avoir des éléments de base. Il faut peut-être connaître certaines règles de base du fonctionnement d'un pays pour être heurté par ce type de sortie. Et c'est pour ça, justement, qu'on fait œuvre de pédagogie sur les réseaux sociaux en venant expliquer certaines choses, certains concepts, etc. En disant, voilà, faites attention, les règles de base. Et c'est écrit dans la Constitution, hein, c'est pas moi, je n'invente pas ça. C'est écrit dans notre Constitution, c'est écrit dans nos lois, etc. Il y a la séparation des pouvoirs, enfin, en principe. Donc, on n'a pas à avoir une administration qui vient se prononcer sur une situation, alors qu'il y a un pouvoir qui est là, qui est représenté notamment par le procureur dans les procédures pénales, qui, en principe, doit venir se prononcer. Moi, je sais, sans prétention aucune, il y a des situations dans lesquelles, vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'êtes pas du domaine, mais il y a des situations dans lesquelles on a une scène de crime et en fait, la scène de crime n'est même pas protégée parce que les gens, en fait, qui travaillent dans ces domaines-là, dans ce milieu-là, ils n'ont pas les moyens et c'est pas de leur faute en soi aussi. On ne leur donne pas les moyens justement d'agir parce que vous savez, une scène de crime, par exemple, c'est un endroit qui est extrêmement sensible. Une scène de crime doit être protégée. Or, il faut savoir que dans notre pays, les scènes de crime, parfois vous allez même voir, les gens passent par là, voilà, on a découvert un corps là-bas, les gens viennent là, ils encerclent le corps et tout. C'est grave. C'est extrêmement grave. Mais on est tellement habitué à ça. On est tellement habitué à ça que, en fait, c'est banal pour nous. Or, non. Ça ne devrait pas être le cas. Quand vous regardez les films, là, pour le coup, on peut même faire le lien, par exemple, avec les films. Quand vous regardez les films, par exemple, vous allez voir que on va prendre une espèce de bandeau jaune, je sais pas quoi, on va venir mettre, ou on va parfois sceller une maison, on va sceller un appartement dans lequel il y a une scène de crime et tout. Vous croyez que c'est pour rien qu'on fait ça? Vous croyez que c'est parce que, je sais pas. Et ne venez pas me dire ici que oui, ça sont les choses des films, les choses qui se passent dans les pays de blanc. Au Gabon, on a les moyens de le faire. D'accord? On a les moyens de le faire. On devrait avoir les moyens de le faire. En tout cas, on devrait avoir les moyens de le faire. Pourquoi est-ce qu'on vient sécuriser une scène de crime? On sécurise une scène de crime parce que justement, on sait que tout et n'importe quoi peut venir altérer les preuves qui vont permettre d'aboutir à la vérité. Parce que, croyez-moi bien que pour les parents de victimes, au-delà de la responsabilité des personnes qui sont à l'origine du décès d'un tel ou d'un tel, une des choses les plus importantes, c'est aussi de savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est ça qui permet de faire le deuil. Et aujourd'hui, il y a un flou artistique autour de ça parce que justement, toutes ces précautions qui doivent être prises en amont n'ont pas été prises. Donc, il y a un flou. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, entre quelle heure et quelle heure, à quel endroit précis. Vous allez lire des documents, on va vous dire que c'était au domicile. Vous allez lire d'autres documents, et je vous parle de documents officiels. Si ça, ce n'est pas grave, vous allez voir des documents officiels qui se contredisent en termes de version. Un document officiel, on va vous dire que c'était au domicile. Un autre document officiel, on va vous dire que c'était dans la rue, à côté de tel échange. Enfin, tu te dis, mais en fait, comme je vous ai dit,
nous en tant que citoyens, nous en tant que société, parce que la justice est rendue en notre nom. Si vous ne savez pas ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Il me semble que c'est peut-être la première phrase du chapitre sur la justice. La justice est rendue en notre nom. Nous, en tant que membres de la société gabonaise, qu'est-ce qui doit le plus nous interpeller quand on voit des choses comme ça? Ce qui doit le plus nous interpeller, c'est de nous dire que, mais, il y a un problème structurel. S'il y a un problème structurel, ça veut dire que n'importe qui est à la merci de ça. Tous autant que nous sommes à la merci de ça. Et c'est le problème structurel qui doit d'abord être réglé. Avant tout ce dont on est en train de parler, là, les gens partent à gauche et à droite. Parce que pour avoir la vérité des faits, vous et moi, je ne suis pas enquêteur. D'accord? Je ne suis pas juge d'instruction. C'est les juges d'instruction, c'est les officiers de police judiciaire qui font les enquêtes, que ce soit l'enquête préliminaire ou éventuellement l'enquête de flagrance, etc. C'est eux qui font ces enquêtes-là. Donc, si on ne règle pas le problème structurel de l'administration, en l'occurrence de l'administration de la justice, eh bien, on va encore se retrouver à avoir des parents de victimes et des parents d'auteurs présumés venir sur les réseaux sociaux au point de heurter la sensibilité des gens. Vous croyez que dans quel pays normal, les parents de victimes et les parents de comment ça s'appelle encore là, d'auteurs présumés viennent sur les réseaux sociaux pour exprimer ce qu'ils ont à exprimer, tellement ils sont dépassés justement par le dysfonctionnement extrêmement grave de l'administration. Donc voilà, franchement, chers compatriotes, posons-nous les bonnes questions en fait. Posons-nous les bonnes questions. Arrêtons d'être dans l'émotion juste pour être dans l'émotion. Et moi aujourd'hui, c'est vraiment ça en fait que je veux faire passer comme message. Que ce soit sur le sujet de l'aveu, vous pouvez aller regarder, même sur Internet, c'est quoi la définition de l'aveu. Le juge n'est pas lié par l'aveu. Et donc, on ne peut pas baser... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas de statistiques. Hein, mais je sais, pour en connaître certaines situations, qu'il y a un peu trop de situations, notamment en matière criminelle dans notre pays, qui sont réglées sur la base de l'aveu. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez good live parce que j'ai reçu une notif là. Ça ne vous choque pas que dans un pays, une écrasante majorité de faits criminels soient résolus sur la base de l'aveu. Ça ne vous, je sais pas, ça vous interpelle pas. Non, ça vous dit rien. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous heurter. En fait, vous devez vous poser la question, mais comment en 2-3 jours on peut vite trouver et puis quelqu'un a fait l'aveu. Oh, il a fait l'aveu. Ah, c'est bon. Ça vous interpelle pas. Surtout quand on sait aujourd'hui que les aveux peuvent être obtenus sur la base de la contrainte et quand on sait en plus comment se comporte de manière générale notre administration dans ce type de situation. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un commissariat? Est-ce que vous êtes, beaucoup qui parlent là souvent, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un commissariat à Libreville ou dans n'importe quel autre endroit au Gabon? Est-ce que vous avez déjà fait face à la force publique? Je préfère les appeler comme ça. Quasi systématiquement, même ne serait-ce que sur le plan, même dans la façon de s'adresser aux gens, il y a une forme de, comment dire ça? Une forme de brutalité, une forme de violence déjà, rien que dans la parole seulement. Et c'est dans dans ce contexte-là que vous allez venir vous arc-bouter sur des aveux. Surtout que là, on vient de vous donner des éléments. Non seulement la loi n'a pas été respectée, mais il y a beaucoup d'autres éléments du dossier qui ne corroborent pas les aveux. Des éléments, pour le coup, factuels, hein, qui ne corroborent pas les aveux. Il y a un problème. Même s'il y a eu des aveux, les aveux sont censés être soutenus par des éléments du dossier, des éléments de fait. Et très sincèrement, j'envoie tous mes encouragements à la famille de la défunte et je veux dire une chose aussi. J'espère que je ne veux pas heurter les gens en disant ça, mais je veux dire que le père des présumés auteurs agit de manière courageuse. Il agit de manière courageuse parce que c'est grâce à son attitude et grâce à son comportement aujourd'hui qu'on en est à se poser les questions qu'on se pose. Il faut qu'on se dise la vérité parce qu'on n'est pas dans le dossier. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est quelqu'un qui agit de manière courageuse. Même si il se trouverait peut-être à l'issue de tout ce qui doit être fait normalement par l'administration, que c'est son fils qui était le responsable. Moi, j'estime aujourd'hui que c'est quelqu'un qui agit de manière très courageuse. Parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait là, s'il ne s'était pas posé les questions qu'il faut se poser,
Et on ne peut pas lui reprocher en tant que père de famille d'agir comme il agit. Bien sûr, il ne doit pas faire obstruction à la justice parce que ce n'est pas son rôle non plus. Mais son attitude, c'est cette attitude-là que les citoyens gabonais doivent avoir. Parce que c'est son attitude qui nous a permis de nous poser les bonnes questions. C'est ça, en fait. Et je sais que beaucoup de gens peuvent trouver ça, peuvent être heurtés par ça, parce qu'une fois de plus, on est beaucoup dans l'émotion. Je sais que les gens peuvent être choqués par ça. Mais la réalité, c'est ça. Si ce monsieur ne s'était pas comporté comme il s'est comporté, s'il ne s'était pas posé les questions qu'il s'était posées, ben aujourd'hui, on ne serait même pas en train de mettre le doigt sur le fait que ben, y a un flou, il y a un doute qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, le doute profite à l'accusé. C'est comme ça. Comme je vous ai dit, on préfère que l'auteur véritable puisse se balader plutôt que de mettre un innocent, plutôt que de porter atteinte à un droit fondamental d'un innocent. Tout simplement parce qu'il faudrait qu'il y ait une forme de justice. Non. La justice expéditive, la justice spectacle, non merci. Je veux conclure sur le point selon lequel, si on met en place une procédure, il y a des raisons. Si on a mis en place une procédure civile, et si, comme en l'occurrence, on a mis en place une procédure pénale, on a écrit tout un document, code de procédure pénale, qui, tenez-vous bien, fait pas moins de 650 articles. Si on a fait un document qui fait pas moins de 650 articles pour encadrer comment le cheminement qui fait en sorte qu'on passe d'une infraction à la vérité et condamner le responsable, c'est qu'il y a des raisons. D'accord? Les raisons, c'est lesquelles? Les raisons, c'est que, comme je vous ai dit, la justice pénale est tellement grave, la justice pénale est trop grave pour qu'on ne la balise pas, pour qu'on ne l'encadre pas. Parce que si on ne la balise pas, on ne l'encadre pas, eh bien on assiste à quoi? À des abus. On assiste à quoi? À des dérives. On assiste à quoi? À des dysfonctionnements extrêmement graves. Alors, les abus, les dérives, les dysfonctionnements extrêmement graves, qui en pâtit? Eh bien c'est vous, c'est moi. C'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. C'est pour ça que vous devez exiger l'avènement de l'état de droit, l'avènement d'un véritable état de droit au Gabon. Ça protège tout le monde. Et les accusés, et les victimes, et je ne sais pas qui. C'est ça qui protège les gens. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas, simplement parce que vous êtes dans l'émotion et que vous vous dites qu'il faut absolument qu'on trouve l'auteur, eh bien, on va mépriser les règles de procédure pénale parce qu'il faut vous faire plaisir, les gens. Et c'est ça le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et si je parle même avec autant de vigueur, c'est parce que à un moment donné, j'ai l'impression que les mots ne suffisent plus pour certaines personnes. Et donc, obligé parfois de parler avec autant de vigueur. Parce que, enfin, la seule chose qui nous protège, c'est ça, les amis. C'est l'application des règles et rien d'autre. Le respect de la loi. C'est la seule chose qui nous protège véritablement. Parce que si aujourd'hui vous estimez que on doit écraser, on doit piétiner la procédure pénale pour faire de la justice spectacle, parce qu'il faut qu'on se dise les choses, ce serait ça, de la justice spectacle ou de la justice expéditive, eh bien ne soyez pas choqués que demain ça vous arrive. Et il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faudra pas venir se plaindre. Parce que vous allez précisément, à ce moment-là, vous-même, être l'objet de ce dont les autres ont été objets pour faire de la justice spectacle, pour faire de la justice expéditive. Parce qu'on a compris, en fait, et moi je vous dis les choses, hein, je vous dis ça. Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais enfin, j'ai un certain nombre de... Enfin, voilà, je fais des analyses, j'échange avec des gens. Mais on a compris que le peuple gabonais, c'est un peuple qui est dans l'émotion. Et quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les personnes qui prennent des décisions, les personnes qui, voilà, ils ont compris que le peuple gabonais, c'est un peuple qui est dans l'émotion. Donc, même s'il faut piétiner le code de procédure pénale pour pouvoir leur servir quelque chose, pour les calmer, on va faire ça. On va écraser même le code de procédure pénale. Parce qu'on sait que comme ils sont dans l'émotion, qu'ils ont déjà vu à la télé que des mineurs, au mépris des règles de droit, hein, des mineurs sont venus faire des aveux, si on ne leur sert pas que ce sont les mineurs là qu'ils ont vus à la télé, qui sont les véritables responsables de la situation, oh mon Dieu.
Et donc, on va écraser les règles de procédure pénale pour vous faire plaisir. Arrêtez ça, les Gabonais. Arrêtez ça parce que, comme je vous ai dit, la justice expéditive, la justice spectacle, c'est pas ça qui va vous protéger. Ni vous, ni moi, ni personne d'autre. La seule chose qui va nous protéger, c'est que les règles soient véritablement respectées. Et Dieu seul sait que là, on est en train de parler de ce cas-là. Mais Dieu seul sait le nombre de cas qu'il y a. Et vous savez de quoi je parle. C'est peut-être un peu facile pour moi de venir prendre la parole parce que depuis tout ce temps, je n'ai pas parlé de ça. Il y a beaucoup d'autres choses d'ailleurs dont je ne parle pas. Mais c'est peut-être un peu plus facile pour moi aujourd'hui de venir m'exprimer dessus parce que quelque part, ce monsieur-là, effectivement, extrêmement courageux, a fait une grande part du travail en venant donner des éléments. Et je vous dis une fois de plus, peu importe que ses enfants, que son fils soit le véritable responsable ou pas, ça, effectivement, c'est à une véritable enquête et à une justice véritablement respectueuse des règles de procédure de le déterminer. Ce n'est ni à vous ni à moi ici sur un panel TikTok de le déterminer. Mais peu importe effectivement ce qui pourrait éventuellement être décidé de manière définitive, eh bien, au moins, l'attitude de ce monsieur nous a permis de nous poser les bonnes questions et de nous dire, c'est pas la première fois qu'on assiste à de telles situations. Il y a trop de situations comme ça dans le pays. Et posons-nous les bonnes questions et demandons que les règles soient respectées.